Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mercredi 28 avril. Il est 11h45. Soyez les bienvenus à notre échange, le dernier échange de la matinée. Nous avons à nos côtés Monsieur Joseph Puzot, président directeur général d'Axon Câble. Bonjour, Monsieur Puzot. Bonjour. Patrick Jourdain, cardiologue, professeur en médecine. Bonjour. Et surtout pilote du projet Covidom. Bonjour Patrick. Exact. Marie-Laure. Bonjour. Marie-Laure Saillard, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. CEO de Medoctor.com. Bonjour Marie-Laure. Bonjour à tous. Comment allez-vous tous? Très bien. Parfaitement. Alors, nous allons accueillir Christian Aliès, directeur de l'ARACT Île-de-France. Je le guette dans la salle. Il va arriver. On l'espère. Et aussi, nous avons notre directrice des ressources humaines de Sage, Marie-Claude Chazot, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous de façon présentielle. Mais comme nous le savons, nous savons l'être depuis maintenant un an, elle a pu s'enregistrer, non pas avec son avatar, mais en tout cas en personne. Elle s'est enregistrée pour une vidéo que l'on passerait tout à l'heure. Alors, je vois arriver Christian Aliès dans la salle. Je l'invite. Voilà. La crise sanitaire qui dure maintenant depuis un an. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'ARACT Île-de-France. Mais pas que. Je disais donc la crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant un an, qui n'est pas finie encore. On attend avec impatience de pouvoir sortir à partir de mi-mai avec la réouverture des terrasses pour qu'on puisse se revoir. Comment vous êtes adaptés d'ailleurs, vous quatre, de façon personnelle et de façon professionnelle? Marie-Laure? Alors, l'adaptation, elle est dans l'alignement avec les consignes sanitaires pour mes docteurs. Donc, en tant qu'employeur dans la santé, on applique les strictes mesures avec la possibilité sur la base du volontariat pour les salariés de venir une journée par semaine en présentiel, sachant que nous sommes une entreprise du digital. Donc, d'un point de vue technologique, il n'y a pas de difficulté à travailler à distance si on le fait depuis le mois de mars. Après, et on le sait tous, il y a toute cette difficulté à maintenir le lien et la convivialité à distance, qui est pas chose facile. Donc, on essaye du coup de s'adapter en créant des espaces un peu moins formels, par visio bien nécessairement, pour créer des espaces de convivialité entre les équipes. Mais j'avouerai que c'est quand même un casse-tête du quotidien et que les équipes ont tout à fait hâte de retrouver le présentiel. Le totem que constitue le bureau, en fait, pour des jeunes équipes en start-up, l'attachement au bureau est beaucoup plus important que ce que j'avais anticipé finalement dans mes équipes. La moyenne d'âge chez mes docteurs, elle est autour de 28 ans et on a des fortes demandes de retrouver ça. Mais pour l'instant, l'adaptation, elle est dans l'application stricte des consignes sanitaires en ce qui concerne mes docteurs. Parfait. Joseph Puzot, comment vous vous êtes adapté personnellement et professionnellement? Alors, j'espère que je ne vais pas être considéré comme un mauvais élève. J'ai 2400 salariés, dont 1000 en France. Donc, durant le premier confinement, on a eu à peu près 30% de télétravail. On a eu 2 cas de Covid, mais ils l'ont attrapé à la maison. Et quelques suspicions, une dizaine. Donc, pas grand-chose. Il faut dire qu'on est à la campagne, que depuis le domicile au travail, ils viennent avec leur propre voiture, ils prennent pas le métro, et on les oblige à mettre le masque dès qu'ils sont sur le parking. Donc, et le masque en permanence au travail. Donc là, je suis tout seul dans mon bureau, c'est pour ça que j'ai pas de masque.
Et donc, quand le premier confinement s'est arrêté, les conclusions, c'est que la productivité baisse fortement, que pour certaines personnes, c'était désagréable d'être à la maison. La maison n'est pas forcément adaptée au télétravail avec le conjoint, les enfants, etc. Et en plus, compte tenu des produits que nous faisons, bien même si c'est du câble, mais c'est du câble pour aller sur Mars, donc sur on a beaucoup de cyberattaques. Et autant il est beaucoup plus difficile de protéger un ordinateur au domicile qu'un ordinateur dans l'enceinte de l'entreprise. En outre, au domicile, les enfants, le conjoint, les voisins qui passent peuvent regarder ce qu'il y a sur l'écran. Il y a des sujets confidentiels. Donc, au deuxième confinement, on a dit tout le monde revient. Les personnes à risque, vous ne revenez que si vous avez l'autorisation de votre docteur. Et à ma grande surprise, ils ont tous obtenu l'autorisation du docteur et en fait tous avaient envie de revenir. Comme disait Madame Seillard, ils ont besoin, on a besoin du contact avec ses collègues. Ça remonte le moral face à une télévision qui est, comme on pourrait dire, angoissante. Voilà. Donc tout le monde est au boulot. Du coup, on a accéléré, on a fait ce qu'on fait. Enfin, je voudrais pas être trop long, mais on a fait la même chose, ce qu'on a fait dans les crises précédentes. On accélère. J'avais une usine que je devais finir cette année. J'ai bousculé tout le monde pour qu'on la finisse en octobre de l'an passé. On a des projets de recherche-développement. J'ai demandé à ce que tout le monde accélère, de façon à être le premier à démarrer quand ça va redémarrer. C'est vraiment la vision d'un chef d'entreprise. Il faut absolument investir en temps de crise. Bravo. Christian Aliès, comment vous êtes adapté personnellement et professionnellement? Alors bon, on a essayé de s'appliquer à soi-même les règles que l'on donne dans le cadre des études et des enquêtes qu'on peut être amené et des accompagnements qu'on fait. C'est-à-dire qu'on avait déjà un accord de télétravail où vous avez une journée. Donc forcément, c'est monté à 2 et graduellement, pour certains, c'était toute la semaine après en télétravail quand ils étaient confinés, ce qu'on vit d'ailleurs actuellement. On en a profité aussi pour plutôt arriver vers changer de locaux, hein, puisqu'on arrivait en fin de bail. On s'est dit, comme disait M. Puzo, c'est peut-être l'occasion de repenser aussi. Plutôt que de freiner, on va accélérer. Bon, on avait encore 6 mois, on avait un repreneur, donc on est plutôt maintenant dans un espace de coworking avec nos propres bureaux, Et puis après, on a essayé d'appliquer les règles, comme je disais, c'est-à-dire que le télétravail, ça s'apprend. Alors là, pour vous dire qu'on a appris comme tout le monde, ça s'organise. On a fait comme on peut, parce qu'il y avait aussi des chantiers importants que nous avait donné la DGT, en particulier une opération objectif reprise. Et puis, ça s'anime. Ça s'anime, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les équipes, même si, comme vous venez de le dire, elles ont envie de se retrouver physiquement. Moi, j'avais des chargés de mission qui étaient prêts à aller dans les endroits. Ouais, on va continuer à les entreprises, sauf que ça ne dépend pas de vous, cher ami. Ça dépend aussi de si l'entreprise souhaite et a les conditions pour vous accueillir. Donc, oui, ça a été quand même… et puis, un gros quand même travail qui a été fait, en tout cas dans notre métier, c'est l'hybridation des accompagnements, c'est-à-dire ce qu'on faisait en présentiel, par exemple, lorsqu'on accompagnait 12 établissements médico-sociaux, donc 12 patrons, 12 managers, enfin bref, des sessions avec 15-16 personnes. Il a fallu qu'on en fasse, comme l'ont fait les organismes de formation, qu'on hybride forcément ces accompagnements. Donc, il y a une valeur ajoutée très forte. Et pour conclure mon propos, quand j'ai posé la question en janvier, s'il n'y a plus de Covid au 1er février, il n'y a plus de Covid, c'est terminé. Est-ce qu'on revient au monde d'avant? Non, 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 non. On va conserver aussi une partie hybridée dans nos accompagnements. Donc, on en tire aussi des leçons finalement. Très bien. Patrick Jourdain, professeur en cardiologie et puis surtout très engagé au niveau de la plateforme, du projet de plateforme de Covidom. Covidom, c'est quoi finalement? Alors, Covidom, en fait, c'est une structure qui a été montée avec une entreprise française en 8 jours. Et le but a été de se dire, le Covid, il y a 2 risques. Il y a bien sûr le risque de mortalité pour les gens, d'hospitalisation. Mais à l'échelon du système, le risque, c'est quoi? C'est l'engorgement du système de santé, comme il y a en Inde actuellement, comme il y a eu en Italie à un moment. Et on sait que quand les patients sont pris dans ces conditions-là, la mortalité est double.
Et donc, l'idée pour nous a été de dire, il faut pas mettre du tout hôpital. Pourtant, je suis hospitalier. Mais en disant, voilà, ce qu'on va faire, c'est grâce au câble, grâce finalement à tous les médecins, etc., dont les médecins du travail qui ont travaillé sur la plateforme, l'idée va être de permettre au patient de rester chez lui avec son Covid, mais en sécurité. C'est-à-dire qu'on met le patient au centre de tout, au lieu de mettre l'objet au centre de tout, on met le patient qui devient acteur de sa santé et qui reçoit tous les jours sur son téléphone un SMS lui demandant des mesures de santé. Par exemple, sa saturation, par exemple, sa fréquence cardiaque. Et c'est des cas problèmes avec une petite formation. Et ce, quel que soit l'âge. Et avec ça, s'il n'y a pas d'alerte, on ne l'appelle pas. S'il y a une alerte, on a créé une plateforme avec des jeunes qu'on a formés, des médecins de tous les types, dont des médecins du travail qui ont beaucoup œuvré et qui rappellent à ce moment-là le patient, qui éventuellement peuvent envoyer un SAMU chez lui, peuvent lui dire d'aller voir le médecin traitant. Et ce qui est très important, c'est quoi? C'est que grâce à ça, on a la plus gros effet de télémédecine en Europe, voire au monde. Ça a été proposé à 1,2 million de franciliens. Et grâce à ça, on a pu déclencher 2000 SAMU chez le patient, des patients qui ne se sentaient pas graves. Et retenez juste un chiffre. Les gens qui sont en Ile-de-France avec le Covid, les chances de passer aux urgences, c'est 18% de chance. Les gens dans Covidom, c'est 1,5%. Vous imaginez, à l'échelle d'1 million de patients, le nombre de patients qu'on a évité de voir passer aux urgences? Et ça a sauvé le système de santé par une action, innovante. 2, concertée avec l'ensemble des médecins. On n'a pas dit, oh non, le médecin du travail, c'est un médecin du travail. Il faut que des cardiologues. Au contraire, j'ai dit, plus c'est quelqu'un qui a l'esprit médical, mieux ça sera. Et puis la troisième chose, c'est de se dire, on va travailler avec les entreprises. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de mécénats de compétences. Des entreprises qui sont venues nous voir en disant, moi, je sais faire un centre d'appel. Ouais, ok, venez. Moi, je sais faire des dispositifs pour pouvoir gérer des plannings. Oh, super, venez. Moi, je sais organiser des trucs avec les QR codes. Venez. Et donc, c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est quelque chose qu'on continue à développer actuellement. Et c'est ça qui est vraiment très important. Et encore une fois, je félicite notre animateur parce que dès le début, il a soutenu cette démarche alors que ce n'était pas forcément dans sa compétence, comme ça n'était pas dans la mienne, le Covid. Eh bien, on a pu développer comme ça une structure et qu'on va maintenant appliquer à beaucoup de pathologies en se disant que ce qui va être important dans le Covid, c'est au-delà d'arriver à passer les vagues. Et vous avez remarqué que grâce à vous, grâce à nous, grâce aux entreprises, on a réussi à ne pas exploser le système de santé, mais que maintenant, il va falloir vivre avec le Covid, parce que je pense qu'on en a encore au moins un minimum pour une année, sans vouloir vous inquiéter. Et très clairement, ce qu'il va falloir, c'est céder de ces éléments d'innovation, en particulier la e-santé, l'intelligence artificielle, pour pouvoir nous permettre de travailler différemment et de ne pas subir le Covid, mais d'anticiper exactement comme disait M. Puzzo tout à l'heure. Il faut être les meilleurs pour quand ça repartira. Et ben nous, pour la santé, il ne faut pas réutiliser les mêmes éléments d'avant. Il faut être dans de l'anticipation pour qu'on arrive à driver le Covid vers ce qu'on veut. C'est parfait, nickel. Alors, vous avez chacun à un autre niveau un exemple d'adaptabilité, d'adaptation et surtout de transformation. On a fait preuve depuis maintenant 1 an, voire même plus d'1 an, preuve de résilience. Donc, je vous propose de regarder la vidéo de Sage, notre entreprise de taille intermédiaire, partenaire du CIEM historique, et surtout l'interview de leur directrice des ressources humaines sur sa vision, sur le rôle d'un service de santé au travail comme le nôtre, et surtout comment ils se sont adaptés depuis 1 an maintenant pour pouvoir assurer la continuité de leur business. Donc, je vous invite à regarder et puis on reviendra après sur les notions d'intelligence artificielle, de télémédecine et on pourrait élargir le sujet si vous voulez bien. Sage est une entreprise qui a été fondée il y a environ 40 ans en Angleterre sur la base d'une idée simple qui était d'accompagner ses clients à des solutions logicielles qui ont pour objet de faciliter la gestion au quotidien, que ce soit en paye, en comptabilité ou en gestion commerciale, et ça continue toujours aujourd'hui. Nous sommes un groupe de 13 000 collaborateurs dans le monde, 1600 en France.
Et nous sommes localisés sur 7 sites différents en France avec la majorité des effectifs en région parisienne, à la Garenne-Colombes. Comme vous l'avez compris dans la présentation de notre entreprise, nous développons des logiciels, donc nous sommes majoritairement une entreprise de service, ce qui veut dire que pour nous, les politiques de prévention sur la santé au travail sont essentiellement autour de 2 thèmes, la prévention des risques psychosociaux et toutes les thématiques autour de la qualité de vie au travail. Et nous avons mis un accent particulier sur toutes les questions et thématiques autour de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, ainsi que les questions d'accompagnement, de qualité de vie au travers de l'accompagnement des postes et de la gestion du handicap. D'un point de vue réglementaire, nous avons notamment signé en 2019 un accord avec les partenaires sociaux sur la prévention des risques psychosociaux dont je parlais tout à l'heure. Et nous revisitons cet accord chaque année avec nos élus, notamment dans les dispositions qui sont relatives à la qualité de vie au travail et à tout ce qui va concerner les notions d'égalité professionnelle. Le service de santé au travail nous a accompagnés de 2 manières, une qui est plus classique et qui a vraiment été autour des thématiques d'accompagnement sur les conditions et les adaptations de poste, par exemple, ou les réflexions sur la mise en place de tout ce qui était nécessaire d'un point de vue sécurité lié à la pandémie pour favoriser le retour au bureau des collaborateurs de la meilleure manière possible après le confinement. Et plus récemment, nous avons commencé à développer un partenariat différent avec les équipes du SIAMT qui sont partenariats plus axés sur tous les impacts liés à la sédentarité pour nos collaborateurs et notamment dans le cadre des conséquences du télétravail sur ces derniers. Et nous réfléchissons bien évidemment à la fois au niveau local en France, mais d'un point de vue plus large au niveau de notre groupe, à des modes de travail futurs qui mixeraient une partie de télétravail et de présence sur site. Depuis 1 an, les médecins du travail, puisque nous en avons plusieurs, nous ont accompagnés dans notre quotidien, la mise en œuvre de nos différents programmes et nous avons développé des participations croisées, notamment dans l'organisation d'un certain nombre de webinars, des échanges sur les mesures sanitaires à adopter, bien évidemment, avec leurs conseils et des discussions plus récemment pour aller plus loin dans la réflexion que nous avons sur les campagnes de vaccination que nous aimerions pouvoir proposer à nos collaborateurs. Cette pandémie, elle agit comme un révélateur et un accélérateur de pratiques, notamment novatrices, telles que la téléconsultation, qui était encore anecdotique il y a 1 année en arrière et qui aujourd'hui prend tout son sens. La pandémie, elle permet également de poser des questions relatives aux tests, relatives à la vaccination, qui sont des points importants dans notre réflexion autour des mesures prises pour assurer la santé des collaborateurs dans leur retour sur site. Alors, les actions remarquables, elles sont notamment à citer autour des initiatives récentes auxquelles nous participons, à savoir les webinars qui sont organisés, les webinars e-change organisés par le SIAMT. Ces webinars, ils ont vraiment marqué les esprits pour nous en interne auprès des collaborateurs, notamment, je vous le disais tout à l'heure, sur les thématiques de la sédentarité. Donc, nous souhaitons en faire plus et travailler dans un sens de collaboration accrue sur le sujet. Nous souhaitons, par exemple, en organiser à minima 1 par trimestre pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et nous échangeons également sur la possibilité de recevoir des conseils plus dédiés pour nous accompagner dans nos réflexions autour des modes hybrides de travail et l'organisation que cela va impliquer pour l'ensemble de nos salariés au travers de préconisations que le SIAMT pourrait nous faire. Je pense que la médecine du futur va dans un sens de médecine qui va continuer à se dématérialiser, à utiliser de nouveaux canaux pour accompagner les évolutions que les entreprises ont également connues en ce sens. Bien évidemment, au sein de notre entreprise, nous sommes pratiquement un cas d'espèce puisque nous avons très peu de rôles et de missions qui ont besoin pour s'exercer d'une présence constante sur site. Et donc nos questions sur l'accompagnement de la médecine du travail dans le futur, elles ont évolué avec la pandémie et de plus en plus elles se tournent vers une sphère nouvelle, à la fois pour les entreprises
et je pense pour la médecine du travail, qui est effectivement que le cadre habituel d'exercice de l'activité ne s'exerce plus uniquement dans des bureaux, mais empiète sur un domaine personnel et qui n'avait pas encore été anticipé jusqu'à présent. Donc je pense que les approches type télémédecine vont devenir de plus en plus pertinentes dans ce cadre. Alors, je voudrais finir et profiter de cette intervention pour remercier tous les acteurs qui nous accompagnent au quotidien dans les services de santé au travail et plus particulièrement le docteur Ngo, dont l'énergie et l'enthousiasme sont vraiment rafraîchissants pour nous aider dans toutes nos réflexions sur ces problématiques. Merci Marie-Claude Chazot, merci pour votre confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la téléconsultation depuis 1 an maintenant, Marie-Laure Saillat? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu de l'usage tout d'un coup, aussi bien côté patient que côté professionnel de santé. On a expérimenté un peu à marche forcée, sans formation, sans forcément prévoir les cadres d'exercice et l'intégration dans la pratique. Je crois que ce que disait Madame pour les pratiques de travail présentiel, distanciel, c'est exactement la même chose, il me semble, pour les professionnels de santé. C'est qu'aujourd'hui, on a des outils globalement qui vont encore se perfectionner mais qui fonctionnent, et maintenant c'est comment on intègre ces outils dans une pratique qui est utile, bénéfique aussi bien pour l'économie et la pertinence du temps médical dédié et aussi pour les bénéfices pour le patient. Donc ce que ça a changé, c'est qu'il y a de la pratique. Ce que ça ouvre pour nous en termes de challenge et d'enjeux, c'est comment on gère cette hybridation. C'est exactement la même chose pour le cadre de travail que pour le cadre d'accompagnement d'un patient, me semble-t-il. Et donc, on a tout un champ avec certains parcours patients qui sont un petit peu plus matures que d'autres. On a aussi tout ce qui va s'ouvrir là sur le télésoin, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de téléconsultation, donc avec des médecins, mais le champ du télésoin va permettre aussi d'organiser des parcours en hybridant du coup ces moments de besoin en présentiel, ces moments où on peut suivre, accompagner un patient à distance. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Patrick, sur Covidom, pour moi il y a un deuxième élément très fort qu'on a appris dans cette crise, pour la télémédecine notamment, mais je regarde avec ma petite vision à moi, c'est que on a compris le rôle du patient dans la prévention, en fait. Il me semble que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, la télémédecine est au cœur de collaboration, puisque c'est un véhicule des collaborations possibles entre les pros de santé et les patients. Et donc, ça va, il me semble, ce qu'on a appris, c'est aussi tout ce rôle du patient et de la prévention dans tout cet écosystème de télésanté et de télémédecine. Et puis la troisième chose, l'exemple de Covidom est absolument exemplaire pour nous tous par ailleurs, et félicitations, c'est que tout d'un coup, on a réussi à tisser des collaborations et à désiloter. Et donc, c'est aussi un des bénéfices de la crise pour la télésanté, la téléconsultation, et on espère qu'on ne va pas revenir au monde d'avant, comme vous disiez, Christian, de ce point de vue-là. C'est que voilà, la vision d'un parcours, elle est forcément désilotée, si on veut intégrer aussi bien la prévention que le suivi, et elle est désilotée entre les acteurs du système de santé, et là j'intègre également potentiellement les financeurs du système de santé. Donc on sait bien qu'on a une grosse butte dans laquelle il faut qu'on tape, mais en revanche la crise a permis, je crois, d'accélérer la perception de ces trois sujets, et pour lesquels la télésanté est un véhicule, je dirais. C'est pas le seul, mais c'est un véhicule pour accélérer aussi, donc ce que je disais, hybridation présentielle, distancielle, le cœur, le patient au cœur et avec la dimension de prévention, et puis également ce désilotage absolument nécessaire qui est permis par les outils. Voilà un petit peu moi ce qui me semble qu'on peut tirer de cette crise et des challenges qui s'ouvrent à nous et qui sont majeurs et sur lesquels la télésanté va apporter sa pierre à l'édifice. Avant de questionner Patrick Jourdain plus longtemps sur la notion de télémédecine et téléexpertise et téléconsultation et télésuivi, parce que Covidom a été détourné de son objectif premier, qui a été de télésurveiller les patients atteints de cancer. Donc, Monsieur Puzot, vous qui êtes chef d'entreprise d'ailleurs en région, vous avez mis en place une téléconsultation assez rapidement pour vos salariés. Racontez-nous.
Votre micro, Monsieur Puzot. Voilà, vous m'entendez? Je vais faire un petit aparté. J'aimerais bien que Monsieur Jourdain vienne à Montmirail dès que vous êtes disponible, parce que votre façon d'aborder le sujet me semble en phase avec ce que j'essaye de faire. Alors ensuite, téléconsultation, je dois confesser que j'ai longtemps fait partie des 85% de chefs d'entreprise qui disent que la médecine du travail, 1, coûte trop cher, 2, ne sert à rien. Mais je pense que comme moi, et donc j'ai proposé, pour aller très vite, le président de mon service de santé au travail me dit, j'ai plus de médecin du travail, vous enverrez vos salariés à Épernay à 40 km. Je dis, vous vous rendez pas compte? Déjà, vous me facturez plus de 50 000 euros par an. Là, je vais les mettre 4 par voiture, ils vont perdre leur après-midi. Et je lui dis, il n'y a qu'à supprimer la médecine du travail. Et il me dit, ah, vous pouvez pas, hein, c'est obligatoire. Ah, alors si c'est obligatoire, si c'est la loi, il faut que je réfléchisse. Et je dis, écoutez, on va faire, vous m'envoyez une infirmière, je vais lui mettre à disposition que des dispositifs connectés, je vais vous faire un petit programme informatique, le médecin, il verra sur son écran, et s'il y a des zones rouges sur son écran, il dit, celui-là, il faut quand même que je le vois en face à face, et là, je vous l'enverrai à Épernay, mais ça me fera que 4 ou 5% des salariés. Et quand j'ai voulu le faire, j'ai eu l'opposition de l'inspectrice des médecins du travail disant c'est pas autorisé. Et puis fin 2002, une loi est sortie avec l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire le médecin du travail a le droit d'avoir des subordonnés. Et du coup, ce que j'étais en train de faire devenait légal. Donc ça a été mes débuts où j'ai commencé à comprendre que la médecine du travail était intéressante. Et du coup, comme l'infirmière, il y en a, on en trouve beaucoup plus facilement. On peut lui mettre plein d'objets et j'ai découvert que la médecine du travail française, quand je la compare à tous les autres pays où j'ai des filiales, a 2 gros atouts. Un, il y a un dossier médical en santé au travail qui est digital, où on enregistre des données et pas simplement des PDF. Donc c'est en avance sur la technique du DMP. Et la deuxième chose, c'est que les services de santé au travail ont défini un thésaurus des mots. Et donc, chaque mot a une définition précise. Du coup, le dossier médical en santé au travail, on peut le traduire instantanément en chinois, en japonais. Donc, quand on a un salarié qui voyage, il peut emporter avec lui son DMST et s'il a un malaise au Japon ou en Chine, on lui traduit. Le médecin chinois a un descriptif en chinois immédiatement. Donc ça, c'est la première partie. Vous êtes cardiologue, hein, Monsieur Jourdain. Donc, j'ai repéré ça tout de suite. Voilà. Une association de patients m'a appelé il y a 3 ans. Une dame, je la connaissais pas, elle dit, je suis présidente de l'association QT-Long. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire la promotion du QT-Long? J'ai écouté, je sais pas ce que c'est, expliquez-moi. Alors elle me dit, sur un électrocardiogramme, il y a des points caractéristiques, RS, TW, etc. Et il y a 2 points caractéristiques, le point Q et le point T. S'il est un peu long, on a un QT long. Donc quand quelqu'un fait une mort subite donc on a un cœur qui bat lentement, donc on est doué en sport. Et quand quelqu'un fait une mort subite sur un terrain de foot et que c'est retransmis à la télé, il sait un QT long. Et si on lui avait analysé son électrocardiogramme, j'espère que vous ne me contredirez pas, ou alors si on avait analysé son électrocardiogramme, on aurait pu détecter. Donc du coup, on a fait, avec l'accord de l'inspectrice d'académie, on a décidé d'utiliser les infirmières scolaires des élèves de 6e de la Marne, 40 collèges, 40 infirmières. On leur a fait passer avec mon petit logiciel électrocardiogramme connecté, un électrocardiogramme et puis un questionnaire. 3000 élèves, on aurait dû trouver 1 ou 2 élèves avec le problème. On en a trouvé 5. C'était des professeurs de cardiologie, professeurs Carré, professeurs, etc., qui analysaient les électrocardiogrammes. Et quand on en trouve un dans une famille, je vous apprends rien, on en trouve environ 5 autres. Donc les frères, les sœurs, les parents, les cousins. Donc il y a 30 personnes qui maintenant prennent un médicament qui leur coûte 2 € par jour. 2 € par mois, 2 € par mois, un chiffre insignifiant.
et qui accélèrent un tout petit peu le cœur, et ils mourront pas. Ils peuvent continuer à faire un peu de course à pied et de la marche à pied. Et donc, deuxième avantage, c'est que maintenant, on a 3000 électrocardiogrammes dans la société et 3000 interprétations dont on est sûr. Et avec ça, on peut faire de l'intelligence artificielle. Le président de la région Grand Est est un médecin urgentiste, Jean Rotner. Il est venu me voir pour voir qu'est-ce qu'on faisait pour Mars, pour nos câbles qu'on envoie sur la planète Mars. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire profiter mes salariés de ce que j'ai fait pour les élèves de 6e. Ah, il dit, c'est pas mal, mais rajoutez-y la détection du prédiabète. Et après, avec les explications, c'est très intéressant parce que si quelqu'un fait attention au stade du prédiabète, avec un peu de chance, en gros presque 2 cas sur 3, il développera pas un diabète de type 2 ou il le développera beaucoup plus tard. Et le diabète de type 2, dans le Grand Est, c'est 7% de la population. Donc c'est énorme. Et si ces 7% descendent à 2 ou 3%, on fait gagner des milliards d'euros à l'assurance maladie. Donc on a lancé ça actuellement au titre expérimental avec les services de santé de la Marne, puis on espère le faire ailleurs. Il y a quelques autres organismes qui ont pris notre petit logiciel, dont les maisons départementales de santé mentale, par exemple. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'est pour dire que je pense que ce que je suis en train de faire dans mon petit côté ressemble à ce que Monsieur Jourdain faisait. Ah oui, puis autre chose, je vous avais montré un câble, je vous montre ma montre. C'est un Fitbit. Si vous avez fait attention, très bien. Si vous avez fait attention à Google en février, Google a racheté Fitbit. Et fin février, la NASA a équipé ses 300 astronautes en Fitbit. Il y a 1000 personnes qui s'occupent de ces 300 astronautes. Ils sont équipés de Fitbit. Et quand ils arrivent le matin au travail, on décharge la montre et on regarde quelle est la fréquence cardiaque, quelle est la fluctuation de la fréquence cardiaque durant la nuit, quelle a été, et troisième point, quel est le SpO2 relevé dans la nuit, donc l'oxygène. Et ça suffit pour dire que cette personne est en train de démarrer un Covid. Comme on travaille pour la NASA par l'intermédiaire du CNES, j'ai demandé à ce qu'on me donne le logiciel, parce que si j'ai le logiciel, moi aussi, je veux bien payer un Fitbit à tous mes salariés. Ça coûte 100 €, ça ruinera pas l'entreprise. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi. Donc, si vous pouvez m'aider, Monsieur Jourdain ou d'autres organismes, je suis intéressé. Et puis, on peut le faire avec d'autres marques que la Fitbit, donc il n'y a pas de problème. Et j'arrête là mon numéro. Merci, Monsieur Puzot. Patrick Jourdain, justement, pour relancer tout ce qu'on a entendu de Marie-Laure et de Joseph Puzot, la téléconsultation, cette télémédecine, d'un seul coup, elle a fait un bond en avant grâce à la crise. Et comment on pourrait en tirer profit, justement, pour le remettre du temps médical, de la présence médicale au cœur de la cité, parce que nos ressources médicales, malheureusement, ne sont pas extensibles. Tout à fait, effectivement. Alors, je veux dire, le côté négatif de la crise, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de morts, beaucoup de souffrances. Le côté positif, c'est que ça met un système qui ronronnait un peu en déséquilibre. Et que, effectivement, c'est le moment où il faut essayer de le faire évoluer. Parce qu'on voit bien de vague en vague, ce qui nous cause beaucoup de tort, c'est de ne pas anticiper la vague suivante, en se disant, on a franchi la vague. Et comme tout surfeur, l'idée, c'est surtout de préparer la suivante. En fait, comme ça a été dit, et ça, c'est très important, il faut voir qu'en fait, notre système était érodé parce qu'on avait un double type de choc. Et le choc de la complexité des maladies, dont on sait qu'elles deviennent de plus en plus complexes à traiter. Là où avant le diabète, c'était un traitement, maintenant le diabète, c'est 15 traitements. Là où on avait une maladie, maintenant on a 10 maladies. Et nous, chez les insuffisants cardiaques, avant les insuffisants cardiaques mouraient d'insuffisance cardiaque au bout du premier pulmonaire. Maintenant, ils ont en moyenne 8 maladies. Et puis également, comme tu l'as dit, une désertification médicale qui est double. À la fois à l'hôpital, avec une baisse de 50% des lits d'hospitalisation en Angleterre en moins de 10 ans, et également une désertification libérale. Et ça, c'est important, parce que ça fait porter encore également aux médecins du travail, mais également dans le cadre de la bonne fonctionnement des entreprises, à tous les entrepreneurs. L'autre élément en type de choc, ça a été quoi? C'était l'augmentation des coûts, qui est très important. Le coût du diabète est multiplié par 20 au niveau des thérapeutiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner,
mais ça veut dire qu'il faut soigner le plus tôt possible. Comme l'a dit M. Pizzo, il faut travailler sur la prévention. Mais attention, qui dit prévention dit non pas travailler sur les 100 malades ou sur les 5 malades avec le QT-long, mais de travailler sur les 6000 élèves. Et le seul moyen de faire ça, c'est d'associer de la technique à de l'humain. Enfin, le troisième élément, c'est l'exigence des patients qui va changer. Là où avant, quand les gens décédaient, ils étaient décédés, ils étaient bien malades. Maintenant, quelqu'un qui décède, même à 95 ans, on nous dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé en bonne santé à l'hôpital. » Je leur dis « Vous savez, s'il est rentré, c'est déjà, il ne devait pas être mort. » Alors, les 3 leviers sur lesquels on peut travailler, c'est effectivement la progression technique. Progression technique avec 2 éléments. Le premier, c'est la progression technique pure. Par exemple, on sait maintenant que tous les étudiants en médecine vont s'entraîner à la simulation, c'est-à-dire qu'ils auront réanimé peut-être 200 patients avant de réanimer leurs vrais patients. Alors qu'avant, on apprenait, premier on le loupait, deuxième on le loupait, troisième peut-être on réussissait. Maintenant, on fait ça sur mannequin et ça marche beaucoup mieux. De même pour les chirurgiens, maintenant ils ont une visualisation en 3D du patient, de l'intérieur du patient par le scanner, et ils savent par où passer à l'avance avec l'évolution du robot. On a une amélioration également technique en termes de capacité dans le câblage, parce que par exemple, vous allez dans l'hôpital de Compiègne où il n'y a plus de radiologue la nuit, vous pouvez avoir votre scanner aussi bien que si vous étiez à Paris, parce qu'il sera lu à Lyon. Et c'est ça qui est très important, avec l'augmentation des débits, on peut arriver à apporter de l'humain. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut faire très attention à une chose, c'est que cela ne doit pas être l'excuse pour diminuer la présence médicale. Parce que la téléconsultation prend autant de temps qu'une consultation. Parce que lire un scanner à distance ou sur place, c'est toujours le même temps. Et donc, en l'occurrence, la technique ne remplacera pas l'humain, elle nous permettra d'aller plus vite. Et donc, plutôt que d'avoir une notion d'IA ou d'intelligence artificielle pure, l'idée, c'est d'avoir du soignant augmenté. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à lire les 6000 électros des enfants, peut-être que grâce au fameux logiciel, je ne pourrais avoir à lire que peut-être 20 électros, ce que je pourrais faire en moins d'1 heure. Et donc, du coup, on pourra traiter beaucoup plus vite une grande cadence d'information. Et ça, c'est vrai de la téléconsultation, par exemple. En France, on est le premier pays qui a pu avoir la structure nationale, à travers les expérimentations étapes que j'ai écrites, pour pouvoir libéraliser cette e-santé. Alors, la téléconsultation, nous, par contre, il faut faire attention parce que on ne peut pas tout faire en téléconsultation et c'est utile chez un patient qu'on connaît, qu'on suit pour un problème donné, par exemple de l'hypertension, par exemple des problèmes hépatiques, mais on ne peut pas le faire chez un patient qu'on n'a jamais vu, jamais connu, jamais ausculté. Il faut se rappeler que hier, on a eu la première jurisprudence sur la téléconsultation d'un patient décédé parce qu'on avait cru lui diagnostiquer une candidose orale alors que c'était un diabète compensé. Et il est mort de son diabète. Donc attention, on ne peut pas tout faire à distance. Par contre, chez mes patients insuffisants cardiaques, chez mes patients hypertendus, c'est idéal. Et en fait, plutôt que séparer téléconsultation d'un côté quand vous donnez un avis au patient, téléexpertise quand vous apportez votre expertise, et ça c'est très important, et télésurveillance, il faut probablement mixer le tout. Alors pourquoi téléexpertise, c'est très important? Moi, je suis peut-être bon cardiologue, j'espère, mais je ne suis pas bon médecin du travail. Et donc, quand je vais parler à mon patient qui va me poser une question, je ne saurais pas lui répondre. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un petit SMS ou je vais passer un coup de fil à mon ami qui va me dire, voilà, ce que tu devrais faire et ce que tu devrais penser. S'il y a un souci dans 20 ans, qui va se souvenir de ce que j'ai pu dire au téléphone? Personne. Peut-être que le patient va oublier, mon collègue va oublier, je vais oublier. Si on le trace avec une téléexpertise, on a véritablement de la qualité au patient sur place. Et ça, j'insiste beaucoup, en particulier dans le lien médecin du travail vers le spécialiste. L'accès aux soins, c'est l'élément clé à mettre en avant. Et très clairement, je pense qu'en France, on est dans un moment où on est en train de refaire un nouveau système. Ce qu'il faut faire attention, c'est que pour le médecin comme pour le patient, on n'est pas 40 000 interfaces. Vous voyez, on l'a fait pour toutes les déclarations URSSAF, pour toutes les déclarations Amélie, il n'y a plus qu'un seul portail. À terme, c'est ce qu'il faudra créer en écosystème numérique. Tant que nous n'aurons pas ça, nous n'arriverons pas à le diffuser, parce que plus on est dans des zones qui en ont besoin, Montmirail par exemple, ça peut être également Épernay ou d'autres coins, ou Bourges, eh bien plus on ira dans les coins à désertifiés médicaux, plus les gens seront explosés et donc auront moins de facilité à aller sur ces systèmes informatiques qui à terme donc ne profiteraient qu'aux plus riches. Et donc ce qui est très important, c'est d'être dans cette logique-là en disant il faut travailler en réseau ensemble, il faut mettre en place ces éléments-là, ne pas viser que les zones désertifiées, anticiper et surtout développer ces logiciels de prévention pour vous médecins du travail, pour qu'effectivement on n'ait plus qu'à se focaliser sur les patients qui ont besoin.
un peu comme dans cette histoire de pyramide. On sait que finalement, on va peut-être tester un million de personnes en médecine du travail pour finalement focaliser le cardiologue sur peut-être 5000. Ça, on pourra se le permettre. Focaliser le cardiologue sur le million, c'est pas possible. La seule façon d'anticiper, c'est ça, c'est de chercher le bon marché, rentrer dans le bon marché, analyser ce qu'on fait et toujours être souple et agile. Et ça, encore une fois, on doit tous travailler ensemble auprès du gouvernement, mais surtout du ministère de la Santé, pour que tout ce qu'a lancé l'Agence du numérique en santé, tous ces éléments-là, eh bien, la médecine du travail soit aussi impliquée que le médecin. Parce que j'allais dire, là où on fait de la place pour le généraliste qui a besoin du spécialiste, eh ben, le médecin du travail, et je les ai vus travailler, eh ben, c'est quelque part les plus grands copains pour tous les patients qui sont en âge, en tout cas, de travailler, parce que notre but, c'est pas de redonner de la survie aux patients, c'est de redonner de la vie. La vie, c'est le lien social, c'est le lien au travail, et c'est le plaisir d'être utile à la société. Merci Patrick. Christian Aliès, je fais appel à l'ingénieur féru d'automatisation. L'intelligence artificielle serait pas une réponse pour améliorer l'homme ou le spécialiste, le médecin, et surtout éviter les erreurs du facteur humain? Alors, merci beaucoup en tout cas d'avoir été invité à ce moment parce que c'est vraiment très intéressant. Ça me rappelle mes premiers émois de roboticien. J'ai fait partie des premiers roboticiens en France, je ne vais pas dire il y a combien d'années, mais où on travaillait sur le langage LM avec une start-up de l'époque qui s'appelait Minity, si j'ai bonne mémoire, ou Inti. Et ce que je voudrais dire dans tout ce que j'ai entendu et rebondir sur les propos de chacun, c'est moi, il me semble effectivement que la e-santé, c'est d'abord une problématique de système d'information. Ce n'est pas une combinaison technologique, parce qu'on a souvent, on confond parfois un petit peu les deux. Et on vient de parler de la robotique, et moi, il y a déjà 25 ans, en tant que professeur associé, je travaillais sur des projets avec des copains qui étaient professeurs et qui travaillaient sur la théorie des corps mous pour faire de la simulation, justement, d'intervention chirurgicale. Donc, c'est très amusant de voir que 25 ans après, on ne réinvente pas. C'est le fruit, je dirais, d'une sédimentation d'énormément de chercheurs. Moi, j'avais été voir le professeur Abichon à l'époque à Montpellier sur les premiers téléopérateurs, les premiers robots chirurgicaux. Donc, tout ça, ça a évolué. Donc, c'est pas nouveau, hein. Jeff n'est pas tout seul. Le monde a évolué et aujourd'hui, on est toujours dans une problématique de transfert. Comment on va pouvoir transférer toutes ces technologies, sauf que elles sont encapsulées. Quand on parle, par exemple, j'entendais tout à l'heure, moi les copains, ils sont patrons de labos d'objets connectés, les objets connectés, la surveillance à domicile, tout ça, c'est une combinaison technologique, et ce qui fait qu'à chaque niveau, à chaque degré d'utilisation, on a des utilisateurs différents, ce qui fait que, pour en revenir, je dirais, à un cheval de bataille qu'ont certains directeurs de services santé-travail, qui est mettre au cœur la relation client. Et il y a un équilibre à trouver entre la relation client et la relation du salarié que peut être un médecin dans un service santé-travail. Puisque je m'adresse aujourd'hui, c'est organisé par SIAM. Et donc, c'est cet équilibre qui va faire qu'on va retrouver certainement dans la problématique d'organisation du travail, chez les médecins du travail, alors peut-être aussi chez les médecins traitants, peut-être aussi effectivement chez les médecins spécialistes, la problématique qu'on a généralement dans les entreprises, qui est une problématique parfois aussi de facilitation, d'accélération du diagnostic, mais en même temps, alors je vais être un peu violent si je le dis, mais parfois de dégradation des conditions de travail. L'hyperconnexion, l'accélération du diagnostic qu'on veut faire, les problématiques qui vont faire qu'à un moment donné, j'ai une traçabilité qui est accrue, qui peut se retourner aussi contre soi. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est à l'aube de la découverte, je dirais, de l'impact de ces technologies, de ce système d'information, et je vais y revenir après, sur les problématiques d'organisation. En tout cas, nous, c'est notre cheval de bataille. Quand je dis nous, c'est nous dans le réseau ANACT, et je pense que je marquais tout à l'heure, on a certainement nécessité de pouvoir de savoir à qui on transfère. Est-ce qu'on transfère aux patients? Est-ce qu'on transfère aux médecins? Est-ce qu'on transfère à d'autres acteurs? Donc ça, c'est la première réflexion que j'aurais tendance à faire par rapport à ce que j'ai pu entendre. Donc globalement, tout ça, c'est chapeauté dans un système d'information. Alors, ce qui veut dire, effectivement, là encore, hein, moi, j'ai travaillé sur des premiers systèmes experts, alors c'était des systèmes experts d'analyse financière, mais aujourd'hui, on forme des ingénieurs, de toute façon, qui sont aussi habiles
il y a des formations, ce qu'on appelle de génie informatique et statistique, hein, c'est-à-dire ce sont des ingénieurs qui seront toujours col blanc et qui vont traiter des entrepôts de données pour essayer de dresser. Tout à l'heure, on disait, est-ce que le but, c'est pas à un moment donné d'avoir des datas pour les médecins du travail, pour les médecins experts, pour les médecins traitants, et après, c'est qui va pouvoir se charger de traiter ces données. Alors, pour revenir à la médecine du travail, je pense au réseau Anactarac, certains systèmes commencent à se mettre en place, pas tout seul, pour essayer de mobiliser sur les indicateurs de sinistralité sur un territoire, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de conjuguer cette sinistralité et puis de faire en sorte qu'il y ait des interventions conjointes. Et on revient à la notion de coopération, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle peut certainement aider au diagnostic, aider à identifier des pistes d'action et faire en sorte que des acteurs différents puissent s'approprier sur un territoire donné. Là, je me mets à la maille du territoire parce que c'est souvent, je dirais, un petit peu ce qui fait défaut, je dirais, dans la façon dont les plans régionaux santé-travail peuvent se mettre en place, c'est qu'on a beaucoup d'expérimentations qui se font et à un moment donné, il faut essayer d'en tirer des lignes de force, quoi. Donc oui, certainement que l'intelligence artificielle peut servir. Là encore, c'est pas nouveau, hein. Sauf que on a résolu le problème des réseaux de communication. À un moment donné, on avait des systèmes intelligents, mais qui ne pouvaient pas communiquer. Aujourd'hui, ils peuvent communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que on a une démultiplication des champs d'expertise. C'est-à-dire que l'expertise aussi s'est affinée. Donc, je pense que c'est lorsqu'on arrivera, et ça se fait déjà, des expérimentations, on arrive à trianguler sur ces trois domaines, qu'on pourra certainement avoir un système dit intelligent, comme on dit beaucoup. Par contre, je reprendrai ce que disait M. Jourdain tout à l'heure. Je pense que l'ère de la prévention est terminée. On est à un stade qui est la prévention de la prévention, ce qu'il appelait l'anticipation. Et c'est vrai que, alors entre anticipation et modélisation, on a peut-être un chemin là à travailler dans le cadre justement des applications de l'intelligence artificielle pour faire rapide, quoi. Marie-Laure, pour revenir sur nos outils, alors, pas forcément des outils connectés comme M. Puzot nous l'a montré, mais avec l'ensemble des outils d'innovation qu'on a mis en place, notamment développés par vos équipes et par vous-même, quelles auraient leur place dans notre système de santé globale du futur? Alors, moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que je pense que, enfin, nous, chez les docteurs, on est un opérateur de télésanté. Je pense que la télésanté, c'est un véhicule, parce que vous parliez de communication tout à l'heure, et donc la dématérialisation de la relation est un véhicule à apporter de l'intelligence artificielle, de la data, de l'objet connecté. Et donc, pour moi, on est vraiment le véhicule de cette collaboration, le véhicule de cette transmission des données, hein. Et je suis d'accord également que ce cloisonnement qu'on fait au niveau réglementaire aujourd'hui entre télésurveillance, téléexpertise, téléconsultation, finalement, a assez peu de sens quand on a cette vision comme ça de véhicules et de véhicules sécurisés par ailleurs, parce que le téléphone dont vous parliez, on garde pas la mémoire, puis en plus, et puis surtout, c'est pas sécurisé, hein. En 2020, 30% des téléconsultations financées par la Sécu étaient par WhatsApp et 30% par téléphone. Donc après, on comprend, hein, que dans la période de crise, voilà, on est recouru aux outils et qu'on sait utiliser. Mais donc pour moi, en fait, tout ce qu'on développe nous, opérateurs de télésanté, a pour vocation à être le véhicule de tout ce qu'on vient évoquer en fait, et de manière sécurisée et avec la capacité, du coup aussi, ce que vous disiez juste à l'instant, c'est la capacité aussi de véhiculer les consentements A et les consentements A du patient vis-à-vis de son médecin du travail, vis-à-vis de son médecin traitant, et la capacité aussi à les faire évoluer. Donc, je pense que nous, notre rôle, et c'est ce qu'on commence à faire morceau après morceau, entre guillemets, c'est vraiment d'être ce véhicule au service de la vision qu'on partage là autour de la table. Et donc ça, c'est une évidence. Par exemple, hein, des petits exemples et des petits débuts qui permettent notamment le télésuivi d'un patient chronique qu'on connaît, c'est d'avoir les objets connectés mais c'est exactement le principe de Covidom. Après qu'on ait des objets connectés ou d'ailleurs la possibilité simplement de
de saisir les données, hein, si on est assisté par une infirmière. Enfin, il y a tout un niveau technologique, on peut aller de plus ou pas en profondeur. Là, la seule besoin à la fin, c'est que la donnée, elle soit structurée et que le consentement à partager cette donnée, il soit donné, hein, et avec une finalité qui est absolument partagée par l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, il y a cet enjeu très fort qui est porté par Ma Santé 2022 et dont son volet numérique, donc qu'on appelle l'interopérabilité. Et c'est là-dessus que nous, on travaille d'arrache-pied énormément et ça mobilise beaucoup pour les startups de la e-santé, hein, en ce moment. Mais c'est important parce que Dominique Pond a dit très souvent sur l'année 2020, si on avait abouti sur Ma Santé 2022 2 ans avant, on aurait beaucoup mieux géré le Covid, et je partage assez volontiers cette vision des choses. Et puis alors demain, du coup, ce qu'on va apporter, aujourd'hui, on a des outils d'intelligence artificielle qui permettent d'assister le médecin dans son diagnostic, par exemple, hein, des choses comme ça. Demain, il y a des technologies qui permettent aussi, sans passer par un objet spécifiquement, avec les technologies, par exemple, Bina, hein, de l'israélien, là, tel qu'on se voit, en fait, j'ai vos constantes, j'ai pas besoin même de vous donner un objet connecté, je les ai directement. Et donc la télésanté, encore une fois, est le véhicule qui permet de capter ces données et de les transmettre au bon endroit, au bon moment dans le parcours, et de les stocker également. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là. Il y a aussi des choses très intéressantes. On parlait de prévention et du fait que la prévention, par ailleurs, ne s'accompagne pas forcément d'un accompagnement présentiel. Il y a une start-up belge qui s'appelle Sunrise, par exemple, qui a développé un objet connecté qui permet de faire une détection sur les troubles du sommeil sans devoir emmener le patient pendant plusieurs nuits dans un hôpital et autres, et donc de le faire à domicile. Donc nous, notre vocation en tant qu'opérateur de télésanté, pour moi, c'est vraiment d'intégrer toutes ces technologies. Alors, on ne va pas tous les développer en direct, mais vraiment de permettre une agrégation sécurisée pour transmettre la donnée au bon endroit, au bon moment. Et encore une fois, dans des conditions sécurisées, c'est pas juste le hacking et les problèmes de sécurité qu'on a vraiment à l'esprit, parce qu'il y a eu beaucoup de hacking et beaucoup de failles de sécurité détectées en 2020, mais c'est aussi la sécurité du consentement. Et tout à l'heure, on parlait de qui doit donner, qui doit autoriser. Aujourd'hui, la position plutôt en France et en Europe, c'est vraiment de dire que la donnée, elle appartient au patient. Et donc il y a des cas aussi, et Monsieur Puzo parlait de ce salarié qui en Chine peut être pris en charge et autres, donc ça nécessite aussi qu'on ait donné un consentement pour ouvrir l'accès aux données à ce médecin en Chine. Et donc il y a tout ce savoir-faire là, cette technologie-là aussi qu'il faut développer pour être vraiment dans cette vision et avec tous les côtés vertueux de cette vision, et sans avoir du coup de crainte, parce que un des sujets fondamentaux, c'est la confiance, hein, dans tous ces usages-là. Et donc, il faut que la confiance, que le patient, le salarié, le médecin, l'infirmière, tout le monde ait confiance pour permettre cette collaboration, hein, indépendamment du fait que ce soit dématérialisé, c'est pour permettre aussi la collaboration. Donc voilà un petit peu moi comment je vois notre rôle et comment on a commencé à travailler ensemble en dématérialisant la relation, en y intégrant petit à petit de la data, de l'intelligence artificielle, de la capacité aussi d'adressage, hein, quand on parle des collaborations entre la médecine du travail et la médecine de spécialité. Ben voilà, nous, on a cette capacité, c'est notre boulot de favoriser, de sécuriser ces liens entre les différents intervenants autour du patient. Merci Marie-Laure. Monsieur Puzo, j'ai bien remarqué que vous avez donné une sacrée place à la santé au travail dans votre région, et surtout vous avez décloisonné déjà la santé publique vers la santé au travail, ou vice-versa d'ailleurs. Quelle vision vous avez de l'avenir justement de la santé globale, puisqu'on parle de désilotage, de décloisonnement de la santé? Je pense qu'il n'y a que la médecine du travail qui peut dépister, anticiper, comme ça a été dit tout à l'heure, qui peut dépister à l'avance des pathologies quasiment sans symptômes. À titre personnel, j'ai eu
un lymphome des cellules du manteau. Excusez-moi. J'ai lu un lymphome des cellules du manteau. Quand je l'ai eu, il y avait 100% de décès en 2 ans. Et ça a été détecté par hasard parce que je suis allé voir un dermatologue pour autre chose et qui m'a prescrit une prise de sang. Donc j'y suis allé pour une chose et on m'a trouvé autre chose. Si j'avais été salarié de ma filiale en Lettonie, la médecine du travail l'aurait trouvé. Parce qu'en Lettonie, on fait un bilan de santé de prévention à l'embauche, après une longue absence, au changement de poste et avant de partir en retraite. Là, on est en train de l'instituer à mi-carrière, à 45 ans. Je trouve que le système letton est meilleur. Si je prends le Mexique, les Mexicains sont plus gros que les Américains. Et ils ont mis en place baisse du poids. Et ils appellent ce programme mexicain Accionate, se bouger avec énergie. Mes salariés au Mexique, qui avaient 70% de surpoids, ils sont descendus à 30% 2 ans et demi après, avec un médecin du travail qui a simplement prescrit plus de Coca-Cola, ne plus grignoter entre les repas, faire un peu de marche à pied par groupe en dehors des heures de travail. Du coup, j'ai généralisé ce programme Accionate à toutes mes filiales, tous les 3 mois. Donc, pour moi, après avoir été un combattant anti-médecine du travail, je trouve que c'est un super outil. Et quand je compare la médecine du travail française à celle des autres pays, on est beaucoup mieux structuré. Le thésaurus, le DMST digital, c'est mieux que ce qu'est capable de faire la Lettonie, malgré son bilan de santé. Donc, il manque pas grand-chose pour dépasser. Et je voudrais revenir un tout petit peu sur l'intelligence artificielle. Le fait qu'il y ait un côté mystérieux, mythique, fait peur et ralentit sa mise en place. Donc, comme je trouvais ça assez irritant, et notamment qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0 qui est un peu liée à ça, j'organise depuis 23 ans ou 24 ans des classes en entreprise d'1 semaine, les fameuses classes en entreprise, mais je prends des classes complètes de 3e, plus tous les profs, et on fait, les profs doivent prendre les exercices en fonction des problèmes qu'on a dans l'entreprise. Et donc, depuis 4 ans, j'ai dit, on va faire des classes 4.0 en entreprise, avec des profs qui n'y connaissent rien avant, et des élèves qui n'y connaissent rien, pour montrer qu'en moins d'1 semaine, on peut enseigner les technologies de base de l'industrie 4.0 et de l'intelligence artificielle. Par exemple, cette année, on l'a fait dans un style un peu spécial à cause du Covid, mais on l'a fait quand même avec 3 collèges. On leur a demandé de finir en moins d'1 semaine un robot, un prototype du rover que les Européens vont lancer sur Mars en 2022. Ce rover s'appelle Rosalind Franklin parce que mademoiselle Franklin a découvert l'ADN. C'était avant le mRNA messager. Voilà, donc je suis un peu long, mais je dis au fond, la médecine du travail a un énorme potentiel. Elle n'est pas utilisée à son niveau de capacité et il faut qu'on en fasse la promotion. Et effectivement, l'anticipation. Donc j'ai bien aimé la formule, la prévention de la prévention. On peut le faire en médecine du travail. On a beaucoup plus de mal à le faire dans notre secteur, dans d'autres systèmes de soins. Bah c'est vrai que ça fait partie de notre ADN, la prévention. Donc, effectivement, nous avons déjà un formatage, une formation en tout cas, en termes de méthodologie pour prévenir et surtout de rechercher, d'évaluer les risques afin de pouvoir aussi chercher des solutions, en tout cas préconiser les solutions aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants d'entreprise et aux salariés, afin de pouvoir les éradiquer. Une dernière question, parce que l'heure tourne, il est 12h43. Quelles leçons pourrait-on tirer, nous tous, autour de cette table virtuelle, quelles leçons tirer de cette crise et quelle stratégie de gestion à venir pour parer à toute crise? Marie-Laure.
Je sais pas quel niveau demain je vais. Alors du coup, je vais me lancer de manière un peu globale. Je pense que la première leçon, c'est de dépasser les a priori, parce que ce que vient de dire Monsieur Puzo à nouveau très justement, l'a priori contre l'IA, l'a priori contre entre la médecine du travail, la médecine voilà l'hospitalier, voilà. Donc je pense que on a appris dans pas mal de collaboration express dans le cadre de cette crise à se réunir ensemble un peu sans a priori, et c'était la démarche aussi qui a été présentée tout à l'heure par rapport à Covidom, mais en fonction voilà d'une finalité commune, qu'est-ce que je peux avoir comme apport, et je pense que s'il y a une leçon à tirer de ça, c'est que personne détient la solution tout seul, et que c'est bien comme ça qu'on arrivera à aller chercher tous les bénéfices, et parce que si on commence à regarder comment est structurée la santé en France, le système de santé, comment un certain nombre de choses sont structurées, on n'avancera pas. Voilà, moi c'est un petit peu la leçon que j'ai envie de tirer pour nous aujourd'hui. Merci Christian. Voilà. Moi, de manière générale, j'aurais tendance à dire que la crise, elle nous a forcés et aidés à renouveler, dans quelques secteurs que l'on soit, nos pratiques professionnelles. Les salariés se sont remis en cause de manière drastique. Et je pense que le triptyque que l'on a vécu dans le télétravail, il s'est vécu dans la téléconsultation. Donc, ça veut dire aussi renouveler, faire évoluer les pratiques professionnelles. Ça veut dire qu'il faut les accompagner aussi. Ça veut dire qu'il faut identifier les nouveaux parcours professionnels, les manques éventuellement, les trous dans la raquette. Donc, je pense, voilà, moi, je synthétiserai en disant, voilà, évolution des pratiques professionnelles et prise de conscience à la fois par les salariés et les dirigeants de parcours à enrichir. Et là, on est forcé et contraint. Donc, comme le disait M. Puzo tout à l'heure, plutôt que d'attendre, il faut y aller tout de suite, quoi. Très bien, merci Christian. Monsieur Puzo, quelle leçon on pourrait tirer de cette crise et de la stratégie à venir? Alors c'est peut-être secondaire, mais on se rend compte qu'il vaut mieux une visioconférence qu'un coup de téléphone. Et donc dès qu'on pense que le coup de téléphone sera long, maintenant c'est passé dans les habitudes, on fait une visio. C'est vrai. Et on fait des visios maintenant tous les mercredis de 12h à 13h, sauf aujourd'hui, de 12h à 13h, entre toutes nos filiales dans le monde. Parce que 12h, 13h, notre équipe aux USA peuvent se lever un peu plus tôt, nos équipes chinoises ou japonaises se couchent un peu plus tard, et on se voit tous, enfin les chefs de filiale, on se voit, on se raconte nos histoires, et c'est assez phénoménal. Voilà. On a échangé sur le Covid, etc. Parfait. En attendant le retour de Patrick Jourdain, qui a malheureusement un problème de connexion, on va demander à notre cher public dans la salle digitale de procéder au sondage, si possible, sur le mur à droite, de donner leur avis, justement, leur feedback sur le niveau de satisfaction au niveau du sujet traité, et puis, bien sûr, au niveau des outils utilisés. Voilà, je regarde si on a des questions sur le mur. Non, on n'a pas de questions. Je crois que vous avez fait montre vraiment de persuasion et en tout cas de messages à faire passer. Vous êtes vraiment très champion, surtout avec les objets connectés et puis la vision je crois que vous êtes présidente de l'association de tout ce qui est e-santé, Marie-Laure. Alors, je suis vice-présidente, donc je voudrais pas prendre la place du président, donc de l'association qui s'appelle Les Entreprises de Télémédecine, qui effectivement a vocation à fédérer dans toute cette profusion d'acteurs et cette profusion de champs réglementaires, d'essayer de faire avancer les choses de manière un peu concertée et surtout la plus constructive possible. Écoutez, un grand merci à vous tous. Nous regrettons l'absence de Patrick Jourdain qui a disparu à cause de sa connexion et bien sûr de Marie-Claude Chazot qui n'a pas pu nous rejoindre de façon présentielle. Un grand merci au public qui nous a fait confiance pendant toutes ces années. Eh bien, on se dit à bientôt. N'oubliez pas, en fin de journée, nous avons un challenge. Donc, on va tester, si vous voulez tester votre connaissance de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, et de la connaissance du SIAMT, venez vous frotter aux questions
de 17h à 18h30. Il y a un podium à enlever. Il y a des prix, des jolis prix aussi à récupérer. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Merci.